Bonjour à tous, bienvenue dans la 16e session du club Ethical Hacking de RootMe. Aujourd'hui on va parler Cross-Site Request Forgery et j'espère que ça va vous plaire. Alors, quelques prérequis avant de commencer cette présentation. Donc pour comprendre totalement ce que je vais expliquer par la suite, je vous conseille d'avoir des bases dans le protocole HTTP, tout ce qui est requête POST, GET. Les langages du web dont on va parler aujourd'hui, ce sera le HTML et le JavaScript. La gestion de session dans un navigateur, ce sera aussi important pour comprendre comment ça fonctionne. Et pour la réalisation des challenges, je vous conseille d'utiliser un proxy HTTP, donc comme Burp, Kaido, il en existe d'autres, à vous de choisir celui que vous préférez. Allons-y. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un CSRF? Donc, Cross-Site Request Forgery, c'est une vulnérabilité web, du coup, qu'on retrouve quand même assez souvent et qui va cibler un client. Donc, quand je parle de cibler un client, donc c'est un client de l'application, un utilisateur. En fait, un attaquant, il va utiliser une des fonctionnalités de l'application pour faire effectuer une action malveillante donc, à un utilisateur. Donc, le serveur n'est pas directement affecté. Et donc, pour un attaquant, ce qui est intéressant, c'est de viser un utilisateur qui va être privilégié, ou en tout cas qui va avoir quelque chose que nous, on ne possède pas. Et donc d'exploiter ces privilèges ou cette chose qu'on ne possède pas pour notre propre bénéfice en tant qu'attaquant. Donc, quand je parle d'actions un petit peu qu'on va cibler dans une attaque SSRF, je parle en fait des actions que j'ai énumérées sur cette slide. Donc, ce qui est couramment vu, c'est le changement d'information. Donc, où on va forcer un utilisateur à changer ses informations de profil. Donc, ça peut être l'email, ça peut être le mot de passe, un username, ça va dépendre du contexte. Une élévation de privilège, ça peut être une action qu'on va cibler aussi avec une CSRF. Donc, tout ce qui va être, là, ce sera plutôt dans le cadre où on essaye de cibler un utilisateur qui est administrateur. Et du coup, pour lui faire changer notre rôle sur un compte qu'on possède. Voilà, il en existe d'autres, je ne vais pas toutes les énumérer, mais ça va dépendre vraiment du contexte, donc virement bancaire, achat d'un produit indésirable, publication sur un réseau social. C'est le genre d'exemples qu'on peut retrouver et qui peuvent être bénéfiques pour un attaquant. Hop. Donc, comment on met en place une attaque CSRF ? Juste, je rentrerai un petit peu plus dans son fonctionnement plus tard. Là, je parle vraiment de manière large, comment ça fonctionne. Donc, quand on est attaquant, qu'est-ce qu'on va faire ? En fait, on va identifier donc l'action vulnérable. Typiquement une des actions que j'ai énumérées ici, et on va créer une payload, en français charge utile. En fait, cette payload, ça va être du JavaScript et du HTML qui vont faire que l'action, elle va se déployer, enfin le formulaire, il va s'envoyer de manière automatique. Donc l'action va être effectuée automatiquement via notre charge, donc notre payload. Cette payload, une fois qu'on l'a créée et qu'elle fonctionne, on va l'héberger sur un serveur qu'on contrôle, donc un serveur dont l'URL est accessible publiquement, et on va envoyer cette URL-là à la cible. La cible, notre but en tant qu'attaquant, c'est qu'elle clique sur le lien. Donc on va le faire via en général du phishing. Ça peut être deux techniques, ça peut être une fonctionnalité interne à l'application, tout ça, ça va dépendre encore du contexte. Mais voilà, le but c'est que le client, le ciblé, il clique sur notre lien, du coup qui se prenne notre payload et du coup qu'il envoie le formulaire de manière automatique et là l'action serait effectuée toute seule. Donc maintenant que vous situez peut-être un petit peu mieux le CSRF, pour vraiment comprendre, je préfère qu'on passe par un exemple un petit peu plus pratique. Donc, dans mon exemple, on est sur un contexte de réseau social. Donc là, c'est un truc que j'ai créé moi à la main, ça n'existe pas vraiment ce site. Et donc là, un réseau social qui nous permet d'héberger un secret, du coup qui est restreint à nous, il n'y a que nous qui pouvons lire ce secret, donc notre compte ici Babs. On a un mood, donc là qui est public à notre réseau social. Et on a juste en bas un petit formulaire pour éditer les informations de notre compte, donc notamment changer notre password, changer notre mood ou changer notre secret. Voilà. Dans le code HTML, si on regarde, on a exactement ceci. Donc un formulaire, tout ce qu'il y a de plus classique, qui va vers le pass/edit account.
Et du coup, avec nos 3 inputs, donc le password, le mood, le secret, le bouton submit, donc ça c'est vraiment le HTML qui est représenté ici sous forme interprétée par le navigateur. Et donc nous, en tant qu'utilisateur, on va rentrer ces informations de mot de passe, de mood, de secret, cliquer sur le bouton, et qu'est-ce qui se passe? C'est la requête post qui est juste en dessous, donc qui va vers le site, je l'ai appelé exemple.x, enfin, le domaine du site c'est exemple.x, donc pour l'exemple, vers le slash edit account, donc qui est précisé juste ici, en requête post, avec nos 3 informations qu'on vient de rentrer, et donc notre cookie de session pour que, étant donné que là on est connecté en tant que Babs, pour que le serveur il lit la requête à notre utilisateur et qu'il sache à qui il est censé changer ces informations. Donc, un attaquant qui voit ce formulaire avec ces informations-là, il se dit mais c'est marrant parce que ce formulaire-là, on peut l'envoyer de manière automatique. En fait, n'importe qui peut faire une requête, la requête qui est ci-dessous, si ce n'est que il faut que le cookie de session soit lié. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Il va reprendre ce formulaire, donc littéralement, là vous voyez il y a les mêmes champs, donc password, mood, secret, très bien. Et donc, il héberge ça sur hackerman.hack sur la page CSRF. Qu'est-ce que du coup ce formulaire? Voilà, il va vers exemple.x slash edit account en post. Et donc là, juste en bas, vous pouvez voir le JavaScript qui fait que document.forms crochet 0.submit, ça renvoie en fait automatiquement le formulaire qui est juste en haut. Donc nous, en tant qu'attaquant, on héberge ça sur notre site. Donc je le redis, mais hackerman.hack slash CSRF. Et il faut maintenant qu'on transmette ce lien-là à notre cible. Donc là, dans le cadre de l'exemple, étant donné que c'était un challenge CTF, j'avais créé un petit formulaire de contact où on pouvait contacter directement l'admin par ce formulaire où, dans l'idée du contexte, c'était parce qu'il y avait une vulnérabilité sur le site. Vous retrouverez souvent ça en CTF, quand il y a des vulnérabilités clients de manière plus générale, donc du CSRF, ça en fait partie. Et du coup, dans un contexte plus réel, ça aurait pu être via du mail, je vais pas repasser dessus. Donc là, moi je lui renvoie l'URL de mon site, donc http://hackerman.hack/csrf, et je lui renvoie ce lien. L'administrateur, il va cliquer dessus, et donc là, qu'est-ce qui se passe? Hop. Donc, petit schéma pour ceux qui n'auraient pas encore compris. Donc, ici, je découvre la vulnérabilité CSRF, je crée ma payload, je la mets sur hackerman.hack. En 2, j'envoie ce lien, donc ce que je viens de faire juste avant, à notre utilisateur cible, donc qui est juste ici. Lui, il va cliquer sur le lien et donc il va aller récupérer notre charge utile, notre payload, sur hackerman.hack/csrf. Donc il fait sa requête get, il prend cette chose, enfin cette payload, du coup qui lui fait effectuer, là il la récupère en 4. Cette payload, elle lui fait exécuter la requête post de manière automatique. Donc ça, c'est la requête post qui est juste ici. Sauf que c'est vrai que je ne l'ai pas précisé juste avant, mais en fait, dans ce formulaire d'attaque, vous aurez remarqué en fait que notre valeur ici, là, elle a été mise par défaut. Donc ici, quand on va envoyer ce formulaire, c'est la valeur EasyPass123 qui va être référencée comme étant le nouveau password. Hop, du coup, c'est ce qui se passe ici. Donc le post, il contient la requête juste en haut, sauf que c'est notre password en tant qu'attaquant qui est pris en compte. À ce moment-là, étant donné qu'on est dans un contexte de zéro protection, la requête post ici, elle contient le cookie de session de l'utilisateur. Je reviendrai un petit peu plus en détail sur cette requête ici, là, cette partie-là. Mais voilà, là on considère que le cookie, il est envoyé, et dans la majorité des cas, il le sera. Donc hop, le cookie est envoyé, le serveur il comprend que l'utilisateur admin, dans ce cas-là, il veut changer son mot de passe, il dit ok, je change ton mot de passe, donc ça c'est ce qui est fait en 6, et donc un attaquant en 7 qui sait que l'admin a cliqué sur son lien, il aura juste à aller sur la page de login, il connaît le login de l'utilisateur donc qui est admin, et là il vient de changer son mot de passe, donc il se login en tant qu'admin, et donc le résultat de tout ça c'est que on vient de compromettre totalement le compte de l'administrateur et on a accès à son secret. Voilà, donc ça c'est vraiment le schéma de base d'un CSRF. J'espère que vous aurez un petit peu compris, parce que du coup j'avance. Donc
Donc là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça fonctionne? En fait, pour qu'un CSRF ce soit possible, il faut plusieurs choses. Déjà, il faut que l'action qu'on cible, elle nous serve en tant qu'attaquant, donc une action sensible. Typiquement, dans l'exemple, c'est le changement de mot de passe qui est vulnérable. Mais si vous faites une action qui n'est pas sensible, ça vous servira potentiellement à rien. Donc il faut une action sensible. Il faut que cette action, elle ne demande pas de données imprédictibles. Donc dans notre exemple, on ne demande pas le mot de passe actuel de l'utilisateur. Il n'y a pas de notion de jeton, ça on le verra un petit peu plus tard, donc il n'y a pas en gros de données imprédictibles. Tout ce qui est en fait dans cette requête-là, je peux le deviner si ce n'est le cookie de session, mais ça le cookie de session c'est le navigateur, ici qui le met de gré, quoi. Donc pas de données imprédictibles. L'action, dans l'exemple, encore une fois, elle n'a pas de nécessité d'étape intermédiaire. Et c'est aussi un prérequis, en fait, pour qu'un CSRF soit possible. Si vous avez une demande de confirmation de l'action par email, SMS ou un autre moyen, ou même ne serait-ce qu'une page intermédiaire où le client il doit cliquer ou je ne sais quoi, ça pourrait... dans le cas des deux premières, ça bypass, ça contre totalement l'email. La partie du site, ça dépendrait un petit peu du contexte, mais globalement, une étape intermédiaire, ça peut totalement réduire à néant vos possibilités de CSRF. Et donc, quatrième prérequis, pas des moindres, c'est il faut que le cookie de session il soit envoyé avec la requête forgée. Donc, dans mon cas d'exemple, le cookie de session, donc c'est le navigateur qui le fournit. Je reviendrai un petit peu plus après, plus loin sur ce point. Mais voilà, c'est un point qui est vraiment important. Il faut que le cookie de session il soit envoyé avec la requête. Sinon, ça n'a pas d'intérêt parce que le client le serveur ne saura pas qui effectue la requête. Hop. Donc, les acteurs en fait des CSRF, c'est le serveur qui lui ne vérifie pas que l'utilisateur, c'est bien lui qui est à l'origine de la requête, donc c'est bien l'utilisateur qui souhaite vraiment changer son mot de passe et c'est pas juste une action qu'on a automatiquement lancée comme dans l'attaque. Deuxième acteur, c'est le navigateur qui lui ne fait pas de distinction entre une requête dangereuse ou légitime. Ce que je veux dire par là, c'est que pour lui, deux requêtes post, c'est juste des requêtes, quoi. Il va pas voir le fait que c'est fait de manière automatique, que c'est du JavaScript, que c'est fait automatiquement. Donc ça, c'est aussi un problème du navigateur. Et lui aussi, ce que j'ai pas noté, c'est que il va rajouter le cookie en fonction de ça. Et ça, c'est propre aux requêtes HTTP, mais c'est n'importe quel domaine peut faire une requête HTTP vers un autre domaine. Donc là, c'est hackerman.hack qui fait une requête HTTP vers exemple.ex. Et donc ça, c'est totalement possible, il n'y a rien qui le restreint. Donc via toutes ces choses, le CSRF existe, le CSRF est possible, et donc nous, en tant qu'attaquants, ça peut faire très mal, quoi. Donc, maintenant que vous avez compris un petit peu mieux comment fonctionne le CSRF, je vais vous montrer quelques protections qu'on peut mettre en place pour protéger de ces genres d'attaques. Donc la première protection que je présente, ça va être le token CSRF. C'est globalement celle qui est le plus utilisée et le but de ce token CSRF, c'est de rajouter une valeur imprédictible pour l'attaquant. Donc en fait, ce qu'on cible, c'est ce deuxième prérequis là de données imprédictibles. Donc comment ça fonctionne? En gros, quand le client il va sur /profile, dans mon cas de l'exemple, donc il va juste sur son profil, le serveur, lui, il génère un token CSRF, donc qui est unique, ce que je note ici, aléatoire et lié à l'utilisateur. Donc ces trois notions sont vraiment importantes. Si ce n'est pas le cas, ça mène à des vulnérabilités et ça mène à ce que la protection ne serve à rien. Mais je rentrerai un petit peu plus tard sur ces deux points. Donc, il génère un token, en tout cas, et il le renvoie au client dans sa réponse. Donc, dans la réponse de /profile, elle est renvoyée dans le formulaire, en fait. C'est un nouveau champ du formulaire. Donc, il n'y aura plus que... tout à l'heure, il y a password, mood et secret. Maintenant, ce sera password, mood et token CSRF. Et secret, toujours. Et donc le client, lui, s'il veut changer ces informations, il va donc remplir ces informations dans le formulaire, envoyer le formulaire, et du coup, vu que ce champ il est rajouté, ce sera envoyé de manière automatique la même valeur
que celui qui a été reçu. Voilà. Globalement, plutôt dans le détail, du coup, qu'est-ce qui se passe? Donc nous, on fait notre requête sur /profile. On a toujours le même formulaire, comme j'ai expliqué. Donc le champ en général, il est de type hidden, donc il est caché, il n'est pas rendu dans le navigateur, on ne le voit pas. Donc c'est un processus qui est totalement invisible pour un client, qui ne va pas regarder le code HTML en fait. Et comment? Et donc là, je lui ai donné le nom CSRF, ça pourrait être token, ça pourrait être token CSRF, ça pourrait être n'importe quoi. Il faut juste être cohérent entre ce qu'on va vérifier côté serveur et ce qui est envoyé côté client. Et donc ça, c'est la valeur dont je vous parlais, qui a été générée sur le serveur avant de renvoyer la réponse. Donc il y aura un petit schéma tout à l'heure pour que ce soit un petit peu plus clair. Mais globalement, cette valeur, donc, elle est unique, elle est aléatoire et elle est liée à l'utilisateur qui fait la requête sur /profile. Moi, je rentre les valeurs en tant que client sur mon formulaire HTML, je clique sur le bouton Edit, et donc c'est cette requête là qui va être envoyée au serveur. Donc comme tout à l'heure, /edit-account, post, example.x, mon cookie de session, là j'ai rajouté 2 headers, mais tout à l'heure ils y étaient encore, je ne les avais pas affichés. Et donc ici on peut voir donc ma valeur de CSRF avec exactement la value qui est mise ici, ce qui est normal vu que normalement j'ai pas touché à cette valeur là, moi en tant qu'utilisateur classique, lambda. Et donc avec mon nouveau mot de passe, j'ai enlevé la partie mood et secret parce que c'est pas ce qui nous intéresse ici, mais voilà, vous aurez compris, on peut les rajouter. Et donc comme j'ai dit tout à l'heure, le token ne se nomme pas obligatoirement CSRF, ça c'est en tant que développeur à vous d'y faire attention. Donc qu'est-ce qui se passe pour un utilisateur lambda? Donc je fais ma requête sur /profile. Avant de me renvoyer le 3 en 2, le serveur génère un token. Lui, il sauvegarde ce token quelque part. Il me renvoie la réponse en 3. Moi, dans les, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, peu importe, je remplis mon formulaire et je renvoie la réponse. Donc ici, mon post edit account avec la valeur qui m'a été donnée dans mon champ. Donc, juste ici. Hop. Et lui, le serveur, vu qu'il se souvient du token qu'il a généré en 2, il va pouvoir vérifier que celui qui l'a envoyé, c'est bien celui qui reçoit juste ici, et donc le token, il est valide, ou il ne l'est pas, mais il est censé tolérer et changer le mot de passe seulement si ce token est valide. Et donc là, voilà. En gros, ce que ça rajoute pour un attaquant, c'est cette valeur imprédictible qui est obtenue en premier lieu grâce à cette requête vers /profile. Donc, maintenant qu'on a énuméré comment ça fonctionnait un token CSRF, comment on va le contourner? Alors, avant toute chose, un token CSRF, si c'est bien implémenté, que les protections sont bien mises en place et que les prérequis sont bien faits, en fait, ça ne va pas être contournable. Un token CSRF, c'est contournable seulement grâce aux mauvaises erreurs d'implémentation ou à cause. S'il n'y a pas d'erreur d'implémentation, en fait, vous ne pourrez pas contourner un token CSRF. Donc moi, ce que je vais présenter ici, c'est le genre de mauvaise implémentation qu'on peut retrouver dans la nature. Donc, typiquement, qu'est-ce qui peut être fait? En fait, le token, il peut ne pas être vérifié tout le temps. Donc là, dans les cas que j'énumère, en fait, ça peut être via du changement de protocole où vous pouvez éditer le compte en post, mais vous pouvez aussi l'éditer en get ou, j'en sais rien, en head ou un autre protocole. Et en fait, ce changement de protocole, il fait que la requête, elle sera quand même effectuée, c'est-à-dire que le mot de passe va toujours être changé. Par contre, potentiellement, le token ne sera pas vérifié. Donc ça, c'est vraiment juste un manque de check côté développement. Et donc là, dans mon exemple en dessous, en fait, j'effectue la requête la même, qui va me faire changer mon mot de passe, sauf que je l'effectue en get et que je précise pas de token. Si cette requête elle est acceptée par le serveur, moi en tant qu'attaquant, j'ai carrément enlevé la valeur imprédictible, le mot de passe il est toujours changé, j'ai juste à changer un petit peu ma payload pour effectuer cette requête au lieu de la post que j'ai présentée juste avant. Et donc dans ce cas-là, on aurait toujours l'exploit qui existe. Hop, deuxième chose, donc ça c'est pareil, j'en ai parlé juste avant, c'est le token, il n'est pas lié à l'utilisateur, ça peut créer d'énormes problèmes.
en fait, si le token n'est pas lié à un utilisateur, en tant qu'attaquant, qu'est-ce qu'on peut faire? Et ben en tant qu'attaquant, on peut générer son propre token. C'est-à-dire faire sur notre compte, donc dans mon cas c'était Babs, une requête vers /profile. Et bah, le serveur, lui, on est considéré comme tout le monde comme un utilisateur. Du coup, on aura aussi droit à notre propre token CSRF. Sauf que ce token CSRF, bah, au lieu de moi l'utiliser et de le consommer pour faire mon changement de profil à moi, je vais le prendre et je vais le mettre dans la payload CSRF que je destine à notre cible. Quand la cible elle va cliquer sur mon lien, c'est ce token CSRF là que j'aurai généré sur mon profil qu'elle va envoyer. Du coup, côté serveur, lui, quand il va prendre le token qui est envoyé donc depuis l'admin, mais avec le token que moi j'ai généré, quel check il va faire? Et ben en fait, il va juste regarder que le token il est dans sa base de données, donc ça ce sera le cas vu que j'aurai au préalable bien généré un token. Il va vérifier que le token je l'ai jamais consommé, donc ce qui est aussi le cas parce que j'aurais pas fait moi en tant qu'attaquant mon changement de profil, donc le token sera vierge. Et en fait, ça va être les deux seuls checks qu'il va faire. Il va pas vérifier qui a généré ce token. Et du coup, bah, la requête, elle sera valide, le mot de passe, il sera changé, et notre CSRF, elle sera possible. Donc voilà, ça c'est quelque chose à faire attention. Si vous faites du bug bounty ou quoi, bien checker si un token CSRF, il est lié à un utilisateur. Troisième chose, la valeur du token, elle est prédictible. C'est-à-dire que en fait, un attaquant, il peut facilement forger le token. Donc là, c'est typiquement l'exemple que j'ai mis juste en dessous où on a un token, donc generate CSRF token, qui est lié à l'utilisateur de cette fois-ci. Par contre, comment c'est lié à l'utilisateur? C'est lié de cette façon. Donc on a un base64 où on a le nom de l'utilisateur, son identifiant, et en fait c'est tout. On le met ensemble, on le concatène, on fait du base64, et c'est notre token CSRF. Donc nous en tant qu'attaquant, on pourra générer notre propre token CSRF, voir comment, décoder le base64, voir c'est quelles infos qui sont importantes, retrouver celles qu'on utilise sur notre cible, donc au lieu que ce soit Babs et j'en sais rien, l'identifiant 1, 2, 3, ce sera potentiellement admin avec l'identifiant 1. On envoie ce lien, on met ça dans notre payload CSRF, on envoie la payload à l'admin et du coup notre payload elle va fonctionner parce que le token CSRF juste ici vous voyez que qu'est-ce qui est vérifié, il vérifie que les informations qui sont faites au-dessus c'est les mêmes qu'en bas, c'est vraiment basique quoi. Donc voilà, si le token il est prédictible on peut facilement le forger. Le point juste en dessous c'est un petit peu différent, c'est pas que le token il est prédictible, c'est qu'on peut le récupérer. En fait, qu'est-ce que ça ajoute le CSRF? Ça ajoute cette première requête vers le token CSRF, pardon, ouais. C'est que ça ajoute cette première requête sur /profile. Donc, en fait, tout ce qu'on peut faire, nous, en tant qu'attaquant, c'est simplement faire en premier lieu cette requête vers /profile. Sauf que pour ceux qui se connaîtraient un petit peu en web client, enfin même en web de manière générale, on a ce qu'on appelle le Same Origin Policy, qui en fait restreint la possibilité pour deux domaines différents, donc là hackerman.hack et example.x, par exemple hackerman.hack ne peut pas faire une requête vers example.x et lire la réponse de cette requête. Dans ce cas-là, je vais revenir sur mon premier schéma. Donc ici, moi en tant que hackerman.hack, je ne peux pas faire cette requête. La réponse qui est ici, là, en 6, moi, ici, là, je pourrais pas lire la réponse, en fait. Le navigateur ne serait pas d'accord pour que je lise la réponse, qu'est-ce qui est effectué. Je pourrais faire la requête, pas en lire le contenu répondant. Donc, en fait, comment je vais pouvoir retrouver le token CSRF? Ce sera via du XSS, via d'autres vulnérabilités clients. Et je peux potentiellement donc, faire cette première requête /profile et donc prendre le token qui a été généré pour le client depuis du JavaScript et le placer dans mon formulaire, tout ça de manière automatique, et donc ça me permettrait aussi de contourner la vulnérabilité. C'est un peu plus compliqué que le reste, ce que je tenais quand même à le dire, mais en tout cas, tout ça pour vous rappeler que le XSS, ça sert pas que à voler le cookie, un HTTP only sur votre cookie, ça c'est bien, mais c'est potentiellement pas suffisant parce qu'en fait un XSS ça peut permettre de faire du CSRF même si vous avez un token qui est normalement incontournable.
Là, voilà, ça fonctionne. Bon, j'espère que c'était un petit peu clair. Je vous invite dans tous les cas, en fait, si ça vous intéresse, à vous renseigner de votre côté. Je vais pas... enfin voilà, là je passe sur une autre protection, typiquement. Je vais pas énumérer tous les contournements de CSRF qui existent parce que ça va dépendre des implémentations des côtés serveurs. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous invite à vous renseigner de votre côté pour aller plus loin. Donc, deuxième protection qu'on voit souvent pour se protéger du CSRF, c'est le flag SameSite. Le flag SameSite, qu'est-ce que c'est? En fait, le flag SameSite, donc c'est un flag de cookie. Donc comme HTTP only en est un, comme Secure en est un, comme d'autres en sont. C'est donc un flag de cookie. Donc là j'ai mis un petit exemple. C'est en fait attribué quand on vous set le cookie, quand on set le cookie de session. Vous précisez le flag SameSite avec une valeur. Donc il y a 3 valeurs qui sont possibles: known, lax et strict. Et donc ça, le navigateur, il le lit et il stocke le cookie avec donc la politique que vous avez décidée juste ici. Mince, à quoi sert cette politique? En fait, son but à SameSite, c'est de restreindre la diffusion du cookie. C'est-à-dire que le navigateur, quand il voit dans ce cas-là SameSite strict, il va regarder quel domaine est à l'origine de la requête vers tel autre domaine. Et donc, en fonction de la politique que vous avez décidée ici, il va dire « Ok, je mets le cookie dans la requête » ou « Je le mets pas ». Comme j'ai précisé juste avant aussi, le cookie, il est super important dans le CSRF, sinon votre attaque, elle ne fonctionne pas. Donc ça, c'est vraiment une protection qui marche plutôt bien. Donc, comment ça fonctionne de manière un petit peu plus concrète? Donc, en fait, le cookie SameSite, il va agir sur cette partie-là. Globalement, on a toujours les mêmes processus. Quand votre cible, elle clique sur le lien, elle va chercher votre payload, elle exécute le JavaScript. Et donc là, c'est ici que le navigateur, il entre en action. Donc lui, il voit que vous êtes sur le domaine hackerman.hack. Et il voit que la requête que hackerman.hack veut faire effectuer à vous, votre utilisateur, elle est destinée à exam.x. Lui, il comprend que ces deux domaines, c'est pas les mêmes et que c'est quand même un petit peu particulier, sachant que là, en plus, c'est une requête post, donc potentiellement dangereuse. Et étant donné que moi, j'ai mis un SameSite strict, dans ce cas-là, sur cet exemple, et il dit, ok, hackerman.hack, c'est pas le même domaine que exam.x, donc le cookie, il va pas être envoyé dans cette requête. Je vais faire la requête, donc la requête, elle est quand même effectuée, mais le header cookie, il ne sera pas présent, il n'y aura pas de cookies qui vont être attribués à la requête. Et du coup, le serveur, quand il va recevoir cette requête post, il va dire très bien, il y a quelqu'un qui veut changer son mot de passe, son mood et son secret. Par contre, je ne sais pas quitter parce que tu ne m'as pas précisé ton cookie. Je t'invite donc en 6 à te connecter. Donc ça, en fait, de cette façon, on a vraiment le serveur ne sait pas avec qui il communique, donc le mot de passe il n'est pas changé. Et donc ça c'est tout bénef pour notre utilisateur et grand malheur pour notre attaquant parce que l'attaque au final elle échoue. Voilà, j'espère que c'était clair. Et donc, comme je vous ai dit, il y a 3 valeurs de SameSite qui sont possibles. Donc moi je vous ai présenté strict qui diffuse le cookie seulement si le SameSite il est true. Donc je reviendrai sur cette notion de quand est-ce que le SameSite est true juste après. Mais du coup à savoir que strict c'est diffusé seulement si SameSite true. Donc là dans ce cas-là c'est assez simple. Enfin c'est carrément 2 domaines différents. Bien sûr que on n'est pas sur le même site quoi. Du coup, deuxième politique qui peut être trouvée, c'est none. Donc none, c'est le cookie qui va être diffusé tout le temps, peu importe le domaine à l'origine de la requête. Donc là, c'est plutôt notre exemple, le premier, donc celui où le CSRF fonctionne via le changement d'email, via le changement de mot de passe, pardon. Et à noter que ici, le cookie va être diffusé, donc peu importe le domaine d'origine. Par contre, les navigateurs d'aujourd'hui, ils acceptent seulement de le diffuser, même si vous avez précisé le SameSite à strict, à none, il faut que le flag secure il soit mis sur votre cookie. Donc le secure, qu'est-ce que ça permet? Ça permet que votre communication est en HTTPS. Donc le cookie sera diffusé que sur les domaines HTTPS. Donc voilà.
Ça, c'est quelque chose à savoir. Et donc, troisième politique, l'axe, donc qui est une politique un petit peu d'entre-deux, entre non et strict. C'est-à-dire que le cookie, il est diffusé, il faut que ces deux points, ils soient OK, quoi. Donc, le cookie, il est diffusé si la navigation, déjà, elle est top level. Qu'est-ce que ça veut dire, une navigation top level? C'est, comme je l'ai expliqué en dessous, une requête qui est effectuée dans le contexte principal du navigateur. Donc tout ce qui est requête Ajax, tout ce qui est requête de ressources, donc les balises images, les balises script, les balises CSS, enfin voilà. Tout ça, c'est des requêtes d'arrière-plan. Et donc comment nous, en tant qu'attaquants, on sait que c'est le contexte principal? Bah, typiquement dans votre navigateur, votre URL, la barre d'URL, elle va changer. Donc ça, vous avez changé de contexte principal. Et bah voilà, c'est ça qu'on appelle navigation top level. Et donc, il faut que la navigation, elle soit top level pour que l'axe diffuse le cookie. Et il faut que la méthode de la requête ne soit pas post. Parce que post, comme je vous ai dit, c'est les requêtes que le navigateur considère comme dangereuses, sensibles. Et donc, dans ce cas-là, le cookie ne sera pas diffusé sur un same site l'axe. Voilà, donc voilà pour les trois valeurs, trois politiques qu'on retrouve pour same site. Mais maintenant que vous avez compris ça, quand est-ce qu'on a un same site qui est à true et quand est-ce qu'on a un same site qui est à false? Donc là, je vous ai mis tous les cas de figure qu'on peut rencontrer. Donc, premier cas, en fait, c'est les deux domaines, c'est exactement les mêmes. Donc là, https example.x qui fait une requête vers lui-même. Donc ça, c'est voilà l'exemple de base. Là, bien sûr, le same site, il est true. Et pour ceux qui connaissent, encore une fois, le same origin policy, là, on a une différence, en fait, une distinction qui est à faire entre le same site, quand est-ce que c'est same site, et quand est-ce que c'est same origin. Donc que la same origin policy est vraie. En fait, la same origin policy, elle est vraiment très restrictive. Le same site, il est un peu plus laxiste, donc faites attention si vous avez l'habitude des SOP. En fait, le same site est différent. Donc voilà, tout ça pour dire que ces deux domaines-là, une requête vers example.x qui va vers example.x, same site true, same origin true. Là où ça va changer, donc, c'est entre deux sous-domaines, là où on aurait un same origin policy qui est à false, et ben en fait le same site est true. Donc là, sub.example.x qui fait une requête vers dom.example.x, là on a un same site qui est true. Et aussi un autre port, un port différent, donc là pareil, le same site il est considéré comme true. Attention par contre, un changement de schéma, donc là HTTPS vers HTTP ou le contraire, ça marcherait pas. HTTP, donc là c'est un changement de TLD, donc on est carrément plus sur le même domaine. Example.ux et example.10, donc là forcément c'est pas same site et bien sûr c'est pas same origin. Et là donc c'est le cas qu'on avait tout à l'heure, example.x qui fait une requête vers autre chose. Enfin, nous, c'était plutôt hackerman.a qui fait une requête vers exemple.ex, mais le sens, en fait, ne change rien. De toute façon, c'est deux domaines qui sont différents. Donc, si on a un same site strict, le cookie ne sera pas diffusé. Voilà, j'espère que c'est assez clair pour ça. Donc, maintenant que vous savez comment fonctionne le flag same site, comment on le contourne? Alors, comment on contourne un same site lax? Alors déjà, c'est différent du token CSRF parce que c'est une protection qui est mise en place sur le navigateur. Donc c'est le navigateur qui implémente ça, et à moins que vous trouviez une vulne chez Firefox ou chez Google Chrome ou chez Edge ou chez je ne sais quoi, c'est quand même un petit peu plus rare que sur des sites qui implémentent, enfin sur des développeurs qui implémentent leur propre solution, leur propre site web. Donc les contournements sont souvent un petit peu plus compliqués, et il y en aura moins. Mais donc, comment on contourne par exemple ici un same site lax? Une méthode, en fait, ça va être comme sur le token, c'est que le serveur... en gros, le but, c'est que le navigateur, il voit une requête get. Donc, la navigation est top level, hein, bien sûr. Le navigateur voit une requête get, donc c'est pas une requête post, alors il diffuse le cookie, parce que pour lui, la requête, elle n'est pas sensible. Sauf que, premier cas de figure, le serveur, lui, il peut tolérer un edit account en get ou en post, peu importe. Donc là, vous oubliez ce header-là, hein, pour cette partie-là, mais en gros, si le serveur, il tolère du post, donc ce qui est au-dessus, et du get, donc ce qui est juste ici,
et ben en fait le SameSite Lax il va rien protéger du tout vu que la requête elle va être effectuée quand même. Et deuxième chose, potentiellement le serveur, même s'il accepte que du get, s'il y a un proxy devant ou si vous arrivez par une méthode, il y en existe plusieurs, je vais pas les énumérer encore, mais à override la méthode, donc ici on a un header qui s'appelle xHTTP méthode et qui permet généralement au proxy, quand il voit ce genre de requête, d'effectuer un changement et donc d'override la méthode post, enfin la méthode get en la méthode qui est précisée ici, donc qui est post. Et donc là, comme tout à l'heure, le navigateur y verrait un get, le navigateur verrait un get, le serveur lui il verrait un post parce que le proxy aurait changé ce truc. Et donc, votre attaque, elle serait successful. Bon, voilà, c'est des bypass qui sont un petit peu plus compliqués. Hop. Same side strict. Donc, à noter que si on contourne un same side strict, on contourne aussi un same side lax. L'inverse n'est pas vrai. Comment, du coup, on pourrait contourner un same side strict? C'est une vulnérabilité côté client ou sur une application considérée comme same side true, donc un sous-domaine, le même site ou un autre port. Si on a une vulnérabilité côté client avec ce prérequis que le same site il est true, en fait le navigateur lui il va croire que c'est légitime, c'est la requête /edit account, c'est exemple.ux qui fait une requête vers exemple.ux, donc il n'y a pas de problème. Là dans l'exemple juste en dessous, c'est sub.exemple.ux qui fait une requête vers exemple.ux, sauf que vous aurez remarqué ici c'est une XSS. Donc c'est une XSS où j'injecte une image. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les XSS, je suis désolé. Mais du coup voilà, on a une XSS où on insère une image dans le paramètre lang, donc qui est lui vulnérable dans XSS. Et donc le navigateur il voit ça, même si c'est pas top level, dans ce cas-là c'est pas une navigation top level, il va effectuer la requête et il va y ajouter le cookie. Donc la requête, l'exploit marchera toujours. Donc ça peut être un XSS, ça peut être un open redirect, ça peut être aussi fait via du cache poisoning, c'est de la vulnérabilité côté client, et donc ça peut faire très mal. Voilà pour les contournements de SameSite. Et hop, je vais rapidement passer sur la troisième protection qu'on a l'habitude de voir, c'est la protection sur les header referrer ou origin. Donc qu'est-ce que c'est que ça déjà, les header referrer origin? Donc c'est des headers HTTP qui sont rajoutés de manière automatique par le navigateur quand vous faites une requête. Donc le header referrer il va être toujours ajouté, donc envoyé, peu importe la requête que vous faites, donc, et que ce soit du post, du get, peu importe vers quoi, ce header referrer en fait il est vraiment ajouté à chacune de vos requêtes HTTP. Et donc il indique l'URL entier à l'origine de la requête. Donc là on est sur /profile, toujours sur l'exemple que j'ai présenté au tout début. Donc j'étais sur cette page et j'ai effectué une requête vers /edit account, donc depuis exemple.ux. Donc ça réfère le domaine à l'origine de la requête. Et le header, lui, origin, donc lui, pour le coup, il va préciser vraiment que le domaine, sans préciser le pass, et il n'est pas toujours envoyé. Il est envoyé donc tout le temps, sauf pour du get et du head. Donc les requêtes un peu plus qu'on effectue un peu plus souvent. Lui, il va être là sur les requêtes un petit peu plus sensibles, donc typiquement du post. Voilà. Donc, comment ça marche la vérification via ces headers? En fait, c'est encore une implémentation côté serveur qui, lui, en fait, va récupérer ces headers qui sont rajoutés de manière automatique, récupérer la valeur qui sont indiquées, donc ici, exemple.x, enfin, https exemple.x/profile pour le referrer, et vérifier que son domaine à lui, il est bien, enfin c'est bien celui qui est présent. Donc ici j'ai une implémentation qui est vulnérable, reprenez pas ça si vous avez un serveur et que vous voulez vous protéger des CSRF, utilisez pas cette implème. Mais du coup ce que je fais c'est que moi je sais que mon site c'est exemple.x et je vais vérifier que mon domaine il est bien présent dans ici le header origin. Si c'est le cas, la requête, je la valide et j'effectue le changement de mot de passe. Si c'est pas le cas, c'est return false et du coup, j'effectue pas la requête
et j'effectue pas le changement de mot de passe. Enfin, j'accepte pas la requête et j'effectue pas le changement de mot de passe. Donc en général, c'est de la vérification par whitelist. Donc là, j'ai mis un domaine, mais ça pourrait être plusieurs. Et donc, c'est une implémentation qui va varier beaucoup selon les applications. Donc, comment on contourne ce genre de protection? Et bien en fait, pareil que le token CSRS, ça va être dû à des mauvaises implémentations de la vérification. Déjà de base, ce genre de vérification sur des strings, c'est en général un petit peu risqué de mettre en place. Mais donc là, première idée de mauvaise implémentation qu'on peut voir, c'est que le développeur, il suppose que le header référeur est vraiment rajouté tout le temps. Et en fait, ce qui est le cas dans une navigation classique, sauf si en fait une de ces deux balises HTML vont être précisées, donc meta, name, referrer, content, never. Si cette balise-là elle est présente donc dans votre payload CSRF, et le header referrer il va pas être envoyé et le header origin non plus. Et du coup, pour un serveur qui croirait que le header referrer il est tout le temps là et le header origin il est tout le temps là aussi sur des requêtes post, et en fait là ça va aller à contre-courant de sa pensée et donc potentiellement il n'aura pas de check ce cas-là, donc vous pourrez contourner la vérification et faire marcher votre requête. À savoir aussi que sur ce genre d'entête, que ce soit referrer, origin, même les cookies, enfin les trucs qui sont utilisés par les navigateurs, vous en tant qu'attaquant, vous pouvez pas mettre de valeur arbitraire. C'est-à-dire que là, je peux pas mettre referrer, content égal et mettre salut Toto. Ça marchera pas, le navigateur il tolère pas ce genre de truc. Vous pouvez les supprimer, mais vous pourrez pas mettre ce que vous voulez dedans. Autre exemple de bypass qu'on peut retrouver, c'est une vérification du domaine partiel. Donc là, typiquement, je fais référence à mon implémentation qui est juste ici. Pourquoi ici c'est vulnérable? Premièrement, exemple.ex, domaine in origin, il vérifie juste que ce string, il est présent dans ce plus gros string qu'est origin. En fait, moi en tant qu'attaquant, déjà, si je possède hackerman.hack, rien ne m'empêche de récupérer exemple.ex et de mettre mon domaine par la suite. Et donc là, en fait, sur la navigation de base, en fait, le header qui va être envoyé, c'est ça. Et donc, lui, vu qu'il check juste si exemple.ex est présent dans ce string-là entier, c'est bien le cas. Et donc, la CSRF est acceptée, même si, au final, on était sur hackerman.hack au départ. Et donc, autre idée de bypass, c'est, donc là, ça peut être juste la présence, ça peut être juste checker si https://exemple.ux est présent aussi. En fonction de l'implémentation, ça peut différer. Et donc là, dans le deuxième exemple, j'ai fait en sorte que exemple.x il soit présent à la fin. Donc, ce qu'on peut faire, c'est utiliser un paramètre HTTP dans notre lien d'exploit. Donc au lieu d'envoyer juste hackerman.hack/tsrf, on envoie hackerman.hack/tsrf point d'interrogation et là le nom de domaine de notre du site qui est vulnérable. Et donc si le serveur il vérifie simplement juste la présence ou alors que le domaine il est bien présent, j'en sais rien, à la fin du string, et ici vous contournez encore une fois la protection. Troisième méthode de bypass, je vais y aller assez vite, c'est la même chose que pour same-side strict, c'est-à-dire que si vous avez une vulnérabilité client sur l'application, comme un XSS ou un Open Redirect, votre requête, elle sera de exemple.ex vers exemple.ex, et donc, ce que je veux dire par là, c'est que le header referrer, il sera du même domaine, celui qui est checké, quoi. Du coup, vous aurez contourné la protection mise en place. Donc voilà, je passe assez vite. Donc c'est terminé pour ma présentation. J'espère que ça vous aura plu. Pour ceux qui qui auront la possibilité, moi j'ai développé 6 challenges. Donc sur du CSRF, donc qui sont nommés BankMe. Ceux qui l'auront pas, il y a 2 challenges CSRF qui existent déjà sur RootMe. Voilà, vous pourrez mettre en pratique tout ce que je viens de vous expliquer. J'espère donc encore une fois que ça vous a plu et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Au revoir.